Hey, bienvenue dans votre trio économique. Aujourd'hui, on reçoit Pierre Desrochers avec Vincent Geloso. Donc, c'est ça. Moi puis Frank, on parlera pas, là. Je le savais qu'il y avait une insulte. J'étais là, c'est calice. C'est quoi? Je sais pas pourquoi on te laisse faire les introductions. Expressément pour ça. D'ailleurs, il y a un PowerPoint de C'est ça. 55 pages de Pierre Desrochers. Oui. Fait qu'on est vraiment... Non, mais c'est parce que Yann, il aime ça rire de toutes les académiques. Il a comme décidé. Non, mais je le comprends. C'est parce que tu vois, après avoir eu autant d'académiques respectables au cours des dernières semaines, il fallait qu'ils reviennent à la viande rouge puis au steak and egg. Là, fait que, C'est la viande rouge chez toi, ça. c'est moi, c'est la viande rouge aujourd'hui. C'est ça. bon. Parfait. Non, mais tu voulais nous Fait que parler tout le monde, de... en gros, c'est tout le monde fait sur Vincent présentement. Mais c'est Non, correct. je fais pas ça. Ça. Hey, je suis un steak, pas des œufs, OK? D'accord. C'est correct, Vincent. Mais bon, Ouais. c'est ça. Alors, je me suis réinvité, là, d'abord pour vous disculper, là, peu importe ce qui va être dit aujourd'hui. Là, je veux juste dire aux auditeurs que c'est pas leur faute. Là. C'est vrai, c'est tout le temps Joey. toi qui s'invite, Pierre, en plus. Ben oui, exactement. Mais tu vois, là, la personne que je blâme aujourd'hui, c'est Joey, parce que non seulement vous ne me payez pas pour être ici, mais en plus, je paye pour un abonnement pour votre site web. Et puis, j'ai écouté le bulletin de nouvelles que Joey a créé à un moment donné où on entendait plutôt Mathieu Bock-Côté interviewer Laure Varidel. Ah oui. Et après les avoir écoutés, j'ai considéré que c'était un affront à la la dignité science humaine. au gros bon sens. Oh non, Pierre, t'as-tu Tu l'as déjà pas- tu l'as débattu pas Laure testé. Varidel? T'avais débattu Laure Varidel, mais t'avais-tu débattu Aurélie Langto? Non, ça j'aimerais bien, mais tu vois, Ok. le problème que j'ai avec Langto, quoi qu'elle a peut-être 30 ans maintenant, moi, le problème que j'ai à débattre avec des jeunes, c'est que je me sens trop comme un prof, tu vois, je veux avoir un dialogue socratique avec eux plutôt que de mettre en évidence les contradictions de leurs pensées ou la faiblesse de leurs arguments. Fait que Varidel, en gros, elle a mon âge, ça me dérange pas. Quelqu'un comme Aurélie Langto, je me sentirais peut-être un peu plus mal à l'aise. Mais par contre, ce qui est intéressant avec Langto, c'est que elle a fait l'apologie du gars qui veut faire sauter des pipelines là, pour sauver la planète. Puis ça fait des années que je veux faire la recension d'un ouvrage de ce gars-là. Pas le Suédois, là, Malm en question. Pas le livre où il écrit « Il faut faire sauter des pipelines », mais le livre qui lui a donné une crédibilité, qui est en fait sa thèse de doctorat sur comment la machine à vapeur est un complot capitaliste. Et ce qui est intéressant. Ouais, tu vois, Sérieux? Oui, parce que sa thèse de doctorat, c'est de regarder la transition énergétique en Grande-Bretagne. Ça Puis, part Vincent, bien. tu vas le Attends un peu, savoir. là, on a avant. payé... Un gars de même s'est payé par nos impôts pour faire des Ah, trucs mais comme ça, là. faire des trucs Ben, comme en ça. fait, non seulement il est payé par tes impôts, mais il est payé doublement par tes impôts parce qu'Éco-Société reçoit une tonne de subventions pour chacun des livres qui est publié. Fait que c'est pas juste sa job qui est subventionné, c'est ses livres. Mais tu vois, c'est ça, parce que sa thèse et le livre qui lui a donné une certaine crédibilité en matière de politique énergétique, c'est qu'il a fait une histoire des La machine à vapeur. Ben, non, pas de la machine à vapeur, mais ce qui a précédé la machine à vapeur en Grande-Bretagne, donc les moulins à eau. Donc, on a construit des moulins à eau, et lui, ce qu'il disait, les moulins à eau, ça fonctionnait parfaitement. Le problème que tu avais avec ça, c'est que les capitalistes ne pouvaient pas vraiment contrôler les travailleurs. Donc, la machine à vapeur a été inventée en bonne partie pour ramener les travailleurs dans les villes où ils pouvaient être contrôlés plus facilement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ça. C'est que le gars... Ben, Yann, s'il n'a pas vu à face, là, Andreas juste préciser, là, parce que Vincent, tu as essayé de diffamer. Là, le monsieur en question, il n'est pas publié par Éco-Société, mais par les éditions de la rue d'Orion, qui ont quand même là, des livres assez incroyables, comme Le nettoyage ethnique de la Palestine, Sexe, race et classe, Les Santiago Boys, Vivre en féministe, Contre-histoire d'Internet, Le tournesol, Théorie féministe du voyage. Voilà. Phénomène. Je pense qu'on va casser. Je pense que cette semaine, on est en train de taxer Yann dramatiquement. Non, mais là, arrêtez. Là. Et mon préféré, c'est celui-là ici. Existe-t-il une littérature québécoise contre les chaises berçantes? Écrit par Patrick Thiard. OK, Yann, on s'en verra la prochaine. Bye, Yann! Et je précise que j'ai rien eu besoin d'inventer pour rendre ça. Il va falloir que tu mettes le lien en note en bas de page de l'émission de show. Mais tu vois, le plus drôle avec ce gars-là, c'est qu'il est ouvertement marxiste, mais
Il cite tout le monde dans son livre, sauf Karl Marx. Karl Marx a été un défenseur de la machine à vapeur. Il dit la machine à vapeur, c'est tellement mieux que les moulins à eau, c'est tellement mieux que les moulins à vent. Pour des raisons sur lesquelles tout le monde s'entend. À l'époque, tu as beaucoup plus de contrôle, tu peux décider de la force, c'est beaucoup plus fiable. Tu peux les avoir dans les villes, alors qu'un des problèmes des moulins à eau, c'est qu'il fallait que tu ailles dans les régions plus reculées, donc il fallait que tu amènes tes matériaux puis que tu ramènes tes produits finis. Tu avais des coûts supplémentaires. Puis même dans un pays comme la Grande-Bretagne, et ça, j'ai appris ça de son livre, j'ai été un peu surpris. Même en Écosse, ça a l'air que tu as des problèmes d'eau l'été. Où je pensais que l'Écosse, il pleut tout le temps. Fait que je me disais, tu n'auras jamais de problème à avoir de l'eau pour tes moulins, mais ça a l'air que Non, mais c'est pas je le ne le cas. crois pas, ce gars-là. Juste sur la prémisse que, puis là, c'est poche à dire ça, mais j'en sais beaucoup sur les moulins à eau. Oui. Mais le système seigneurial, les systèmes féodaux, une des choses qu'ils avaient tous en commun, c'était que le seigneur avait un droit de réserve sur certains sites. Ouais. C'est lui qui choisissait où s'établir en premier. Puis c'est lui qui pouvait limiter l'entrée du nombre de firmes. Fait que, oui, il y avait un contrôle. C'était peut-être pas sur le travailleur, mais il pouvait réduire le nombre de moulins à eau qu'il y avait. Donc, tu avais peut-être 3 travailleurs qui travaillaient dans le moulin à blé, qui utilisaient l'eau courante. Mais comme tu dis, Vincent, c'est surtout... Ça, là, c'est un marxiste qui a encore fait comme tout bon marxiste sur Terre, sauf que lui, apparemment, il ne cite pas Marx, a décidé de lire une partie de l'histoire comme ça lui tentait pour essayer de trouver une sorte d'utopie passée dans laquelle les travailleurs n'étaient pas exploités par les employeurs. Il faut qu'on retourne à ça, puis que la machine infernale, c'est les capitalistes qui l'ont inventée pour nous mettre nos chaînes. Mais si on revient à Bocoté, parce que c'était l'entre... parce que là, on est rendu sur les moulins à eau en Écosse. Il vous a été des universitaires, là, ce genre de discussion, vous allez avoir. Non, mais c'est parfait. C'est juste qu'il faut quand même s'en tenir. Je ne voudrais pas que tu aies fait tout ton document pour rien. Là. Donc, Mathieu Bocoté a rencontré, en fait, a fait une entrevue avec Laure Varidel et elle lui expliquait à quel point la position des conservateurs sur le plastique était un affront à la dignité humaine. Pour paraphraser quelqu'un d'autre. Et c'est ça. Et toi, ça t'a interpellé et te disais, attends un peu, là, l'histoire du plastique, de l'interdiction du plastique et de la diabolisation, finalement, du plastique. Faut qu'on parle de ça. Puis tu vois, moi, j'avais pas pensé que c'était un sujet, mais entre guillemets, je les regardais délirer là-dessus, puis je me disais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Pas grand-chose. Ils s'amusent beaucoup à nous traiter de victimes avec nos fourchettes de plastique puis nos pailles en plastique qu'on s'ennuie donc au Canada. Ils disent, c'est pas drôle, hein, votre vie, les gens de droite, de vous ennuyer de vos fourchettes de plastique. T'sais. Vous vous victimisez avec ça. Là, t'es là, tu dis, non, man, c'était juste pas de tes calices d'affaires. Mais si c'est si peu important, pourquoi qu'ils nous parlent de ça? Exactement. Mais en même temps, tu vois, ce qui m'a fait tiquer également, c'est que, bon, évidemment, Bocoté puis Varidel, d'une façon, c'est pas... c'est deux perspectives qui, historiquement, se complètent bien. Si tu regardes l'histoire du mouvement environnementaliste, typiquement les conservateurs qui n'aiment pas l'économie de marché, puis la gauche bobo, là, pas la gauche marxiste qui aime les machines à vapeur, là, mais disons la gauche bobo qui aime les moulins à eau puis les moulins à vent. Donc, tu as une certaine communauté d'esprit entre les deux. C'est peut-être pour ça qu'ils s'entendaient si bien. Mais en même temps, ce qui m'a vraiment tanné, c'est de les entendre casser du sucre ces Albertains. Puis je comprends que quand tu veux jouer pour ton auditoire au Québec, là, Varidel impliquait que, bon, les Albertains sont des méchants qui empoisonnent la terre, mais nous, au Québec, on a des valeurs différentes. Et puis bon, je voulais juste rappeler avant de commencer que, bon, la seule raison pour laquelle les Albertains sortent du pétrole du sous-sol, c'est parce que tu as une demande pour ça. Puis la pollution de l'essence, c'est pas de la sortir du sous-sol puis de l'amener par éoléoduc, c'est de la brûler dans les autos. C'est là que si vraiment c'est les émissions de CO2 qui t'intéressent, là, les Québécois sont responsables de beaucoup plus d'émissions de CO2 du pétrole albertain que les Albertains qui sortent le pétrole du sol puis qui l'envoient au Québec. Je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, là, mais bon, c'est un point mineur. Mais ce que je voulais souligner, c'est que la science là-dessus est claire. Varidel impliquait que bon, le plastique pollue l'environnement, ça contamine les écosystèmes et tout. Alors que même le gouvernement fédéral, quand ils ont fait leur recherche, entre guillemets, là, pour bannir le plastique, admettait eux-mêmes que les substituts ont plus d'impacts environnementaux que le plastique. Donc, les trucs faits en bois puis en bambou ont un impact plus nocif pour l'environnement que le plastique. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était... T'es en train de dire qu'on se ramasse avec des échardes dans la langue pour rien, toi, là? Non, ben tu vois, c'est OK, bon, envoie le PDF, là, je vais adresser cette question-là. OK, parfait. Donc, la première page, on va rester sur la première page quelques minutes. Bon, ce que je veux dire en partant, évidemment, comme vos auditeurs le savent maintenant, je suis géographe de formation, là, je prétends pas
être un chimiste des polymères qui a travaillé 30 ans sur le plastique. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'en ai sorti un. Ici, Monsieur de Harmit, il y a un livre disponible gratuitement en ligne qui s'appelle Le paradoxe du plastique. Donc, le gars, c'est C'est ça. financé par les pétrolières, ça? Non, Ben lui, oui. ce qui était Ben oui. arrivé, c'est qu'il était tanné que ses enfants se faisaient genre brainwasher à l'école par les équivalents de leur varidel. Il revenait à la C'est maison, jamais il disait, arrivé dans l'histoire de l'humanité, ça, Pierre. ben exactement. Ouais, Fait c'est ça. que lui, ça l'a tellement mis en fusil. C'est un gars c'est un consultant pour l'industrie, mais c'est vraiment du côté technique. C'est un gars qui se spécialise. Bon, comment je m'arrange pour que les plastiques soient plus résistants, plus efficaces? Comment est-ce qu'on résout des problèmes techniques? Lui, c'était pas vraiment quelqu'un qui regardait, disons, la big picture au début, mais en voyant ce que ses enfants se faisaient raconter, il a décidé d'écrire un livre grand public. Donc, j'ai mis la référence là, et puis il traite de toutes les questions dont tu entends souvent parler sur la question du plastique. Et moi, ce que je veux faire après ça, c'est d'amener une perspective historique un peu plus large pour expliquer comment, justement, les plastiques ont permis de reverdir la planète et d'améliorer notre niveau de vie, notre santé, puis tout ça. Donc, Attends, si vous voulez tu vas une avancer la théorie que les plastiques ont reverdi la planète. on reverdit la planète et vous allez Mais voir là, tout on ça. est... Là. Ouais, OK, ben, bon, C'est pour ça que j'ai 55 images. Là. Vas-y, Vincent. Pierre, mais à la fin, moi, j'aimerais qu'à la fin, qu'on réussisse à parler un peu de. Parce que je sais que tu en parles un petit peu parce que j'ai regardé tes slides en avance, mais il faut aussi qu'on fasse un point de souligner qu'il y a une raison pourquoi on a utilisé le plastique naturellement, comme tu soulignes, mais aussi que pourquoi les alternatives sont si pires que ça, pourquoi les trucs finalement qui sont proposés ont tendance à empirer les choses. Et j'ai ajouté une image par rapport à la version que tu as là-dessus, justement. Là. Donc, bon, on va y venir et on va en parler. Un prof qui change tout le temps ses slides. Oui, c'est ça. C'est un prof. C'est un prof, exactement. Donc, c'est ça. Pour les auditeurs qui veulent lire ce qu'un véritable expert va dire sur la chimie des polymères, d'où viennent les plastiques, comment c'est fait, quelles sont les différentes variétés de plastique. Bon, tu as une introduction là-dessus. De la question des microplastiques et de la santé aussi, dont il traite en détail. Ouais. Je sais que de temps en temps, vous avez un microbiologiste là, qui vient vous parler. Oui, Serge. Serge, bon, c'est ça. Moi, je ne suis pas microbiologiste, mais le gars, enfin, il amène des arguments que je crois qui ont pas été peut-être abordés, qui ont été abordés en sans détail par Joël puis M. Cloutier. Puis je comprends qu'ils n'ont pas le temps illimité puis tout, là, mais en tout cas. Il y a aussi la question de la supposée zone d'ordure du Pacifique. Et puis bon, comme lui et d'autres l'ont remarqué, notamment Patrick Moore, un des anciens fondateurs de Greenpeace, on nous dit que la zone du Pacifique, c'est 2 fois la taille du Texas et puis c'est au milieu du Pacifique. Mais il n'y a personne qui est capable de la voir. Et puis, comme Patrick Moore l'a dit souvent, tu peux voir Hawaï à partir de la Lune. C'est Hawaï versus 2 fois le Texas. Et où la zone du plastique? Puis en même temps... le fameux plastic patch, là, le continent ce qu'on appelle le continent de plastique. Exactement. Sauf qu'au début, ils nous disaient, c'est à la surface de l'eau, puis les gens disaient, mais où? On la trouve pas. Ah, finalement, c'est un peu en dessous de l'eau, puis c'est pas du plastique brut, là, comme les images que tu vois des rivières du tiers-monde, là. C'est des tout petites particules. Puis les gens qui ont analysé les particules se sont rendus compte que la majorité des plastiques dans le Pacifique, au milieu, là, c'est pas des pailles de plastique qui viennent du Canada, c'est surtout des filets de pêche. Donc, c'est l'industrie de la pêche dans le monde. Là. Les pêcheurs, à un moment donné, coupent leurs filets, puis les courants marins font que ça se retrouve au milieu du Pacifique. Mais vraiment, la principale source, c'est pas les déchets domestiques, c'est pas les pailles, c'est pas les couteaux en plastique, c'est des filets de pêche. C'est vraiment ce qui cause le problème. Fait que les salauds qui prennent des cappuccinos glacés avec une paille en plastique au Canada, c'est pas à cause d'eux autres qu'il y a du plastique dans l'océan. Au milieu du Pacifique, okay. Exactement. Hey, je suis vraiment surpris. Il se dit n'importe quoi, pareil. Ouais. Mais en même temps, c'est tellement drôle parce que cette semaine, là, on a l'affaire de Nordvolt, puis que tu as des écolos qui s'opposent qui décident de faire du militantisme, parce que apparemment, c'est ça que c'est, en plaçant des bombes sur un chantier de production, mais il y a un truc qui est supposé être vert. C'est toujours étrange comment ils finissent tout le temps par faire des paradoxes comme ça, surtout que la meilleure manière de réduire dans le cas des plastiques, parce qu'il y a un parallèle, si tu veux réduire le nombre de filets de haute pêche en mer qui finissent comme des déchets, ben, tu devrais encourager l'aquaculture puis la pisciculture. Puis c'est qui le principal groupe de gens qui s'opposent à la pêche, à l'agriculture des pêches à toute fin pratique? Les écologistes, parce qu'ils trouvent une manière de dire que non, on mange trop de poissons anyways. Fait qu'ils s'opposent à la meilleure manière qu'on a. Les écolos s'opposent pour vrai à l'aquaculture.
solide. Ah oui, là. solide. Ah Oui, oui, c'est eux le plus gros groupe de lobby contre Voyons. l'aquaculture. Ben, il me semble que c'est non, ben tu l'affaire vois, la c'est plus encore. Ça réglerait straightforward le au monde. problème si Pierre a raison. Non, Ah. non, c'est parce que tu vois, il y avait toutes sortes de raisons au début, c'est que parce que les saumons de l'Atlantique sont de meilleure qualité, puis tu avais un meilleur prix, les gens qui faisaient de la culture du saumon dans le Pacifique ont importé des saumons de l'Atlantique, donc non, c'est pas naturel. Puis ensuite, il y avait même, vous autres, vous êtes trop jeunes, c'était quoi la série avec Bill Shatner où il était avocat, là, Boston Legal, je pense. Il y a même eu Denny un Crane. épisode là-dessus. C'est ça, Denny Crane, oui, c'est ça. Fait qu'il y a même un épisode là-dessus où il disait que ça introduit toutes sortes de maladies, les antibiotiques puis tout, mais justement, si tu compares encore une fois les avantages et les inconvénients, puis si tu essaies de séparer les mythes de la réalité, comme Vincent le dit, l'aquaculture est la meilleure façon de préserver les ressources halieutiques. Bon, tu vois, au début, je ne voulais pas dire moulin hydraulique, là, je voulais que tout le monde me comprenne, mais bon, disons les pêches comme ça. Puis ce qui est intéressant, c'est que vraiment, les pionniers là-dedans, ça a été les Norvégiens. Tu sais, les Norvégiens, ça produit du pétrole, ça produit du saumon en aquaculture, mais en même temps, tout le monde les aime parce qu'ils financent les Tesla ou peu importe les voitures électriques qu'ils ont, là, en tout cas. Mais donc, c'est ça. Et il y a même... avoir su qu'on parlerait de ça, j'aurais regardé les données, mais maintenant, on consomme plus de poissons puis de fruits de mer qui viennent de l'aquaculture que ceux qui sont pêchés en haute mer où historiquement, tu avais un problème. Donc, ça a été une bonne façon, justement, de combattre la surpêche. Et puis, encore une fois, les écolos... Ça me paraît tellement simple comme méthode, tu sais, je veux dire, le fait qu'on ait développé l'aquaculture, il me semble, je vois pas comment ça peut pas être écologique. Parce que J'essaie de me l'imaginer, puis je le comprends pas. Là. Bon, c'est les crevettes. Mais en même temps, c'est parce qu'en même temps, à un moment donné, ça a rendu les crevettes abordables. Là. Je sais que tu viens du bas du fleuve, enfin de l'intérieur, là, mais quand même. Moi, quand j'étais jeune, les crevettes de Matane, tout ça, c'est un truc que tu... Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, les crevettes de Matane ou les crevettes, c'était plus un luxe. Puis à un moment donné, ben, en Asie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les zones, comment tu dis ça? Mangrove en français. Tu sais, les zones où tu as les zones de plage, mais où tu as des plantes, là, en tout cas. Ils en ont coupé quelques-unes en Asie, puis ils ont commencé à produire beaucoup de crevettes. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, avant l'épidémie, tu pouvais t'acheter un gros paquet de crevettes chez Costco pour quelques dollars. Et puis, bon, les écolos n'aiment pas l'abondance, parce que plus on a d'abondance, selon eux, plus on fait souffrir Gaïa. Donc, en tout cas... C'est juste l'anticapitalisme, finalement. Moi, c'est ça. Écoutez, non, j'ai une lecture, en fait. J'enseigne 1 heure, c'est péché. Là. On pourra faire une autre émission si vous voulez. C'est pas de ça que je voulais parler aujourd'hui. Mais je dis, tu peux revenir à l'image. Mais c'est ça pour dire qu'ils sont contre tout. Je veux dire, être un écolo, c'est s'opposer à tout. Puis, ultimement, comme Frank le dit toujours, ultimement, ça a des croissances puis moins de monde. En tout cas, c'est ça. Donc, genre, on revient à ton... Est-ce qu'on passe à la deuxième page? Non, attends, je veux juste finir. La décomposition réelle des plastiques. Un autre truc qu'on nous dit, les plastiques dans les décharges municipales, ça ne se décompose pas. Est-ce qu'on se rend compte, comme l'auteur le remarque, les plures de bananes ne se décomposent pas, les journaux ne se décomposent pas, il n'y a rien qui se décompose dans une décharge moderne. C'est très long. Puis le plastique, dans le fond, c'est comme une roche là, que tu mets dans le sol. Dans une décharge moderne où tu as toutes les installations, tes grosses toiles au fond, captation de méthane, puis tout ça, c'est pas un problème. C'est comme mettre une roche dans le sous-sol. Ensuite, les difficultés techniques du recyclage. On pourrait peut-être faire à un moment donné, si vous voulez, un autre épisode sur le recyclage, mais l'idée, c'est que le recyclage des déchets domestiques par rapport aux déchets industriels, ça a toujours été un problème. C'est plus un truc pour permettre aux politiciens de faire croire aux gens qu'ils font quelque chose d'utile. À un moment donné, tu as eu un débouché pour les matières qu'on recyclait ici, c'était la Chine. Donc, à partir du début des années 90, jusqu'à vers 2016 ou 2017, je ne veux pas dire de niaiserie. On importait beaucoup de choses de la Chine, on retournait des containers vides, fait qu'on s'est dit à un moment donné, bon, on va leur envoyer nos matières à recycler, puis même s'il n'y a pas grand-chose de valable là-dedans, les coûts de main-d'œuvre faisaient que, bon, ça, les Chinois étaient prêts à endurer ça à un moment donné, mais depuis 2017, ils ont arrêté d'accepter nos déchets, fait que ça a créé d'autres problèmes, là, mais on pourrait faire un épisode complet sur le recyclage, si tu veux. Tout ça pour dire que c'est très difficile de faire du recyclage. Tu ne peux pas mélanger différentes sortes de plastique. Si tu as une boîte de pizza qui a de la graisse dessus, tu ne peux pas recycler ton carton. Puis en tout cas, fait qu'il traite de ces questions-là. Yann parlait des échardes auparavant. Comment tu fais pour éviter d'avoir des échardes quand tu as des produits de bois? Tu introduis d'autres produits synthétiques justement pour éviter d'avoir des échardes. Et puis, il aborde ce genre de questions-là aussi. Et ce qui est intéressant, et ce que la plupart des gens ne réalisent pas, comment les emballages plastiques réduisent le volume des déchets. Un des avantages,
Historiquement, le principal volume des déchets dans une décharge municipale, là, je parle des déchets domestiques, c'est la bouffe et le papier journal. Et ce qui arrive avec les emballages en plastique, c'est que tu protèges ta bouffe. Tu as beaucoup moins de gaspillage de bouffe, notamment quand tu as des... si tu vas, je ne sais pas, au supermarché, puis Madame t'achètes des fruits. Tupperware a sauvé la planète. Non, mais c'est ça. Mais l'idée, c'est que quand tu vas au supermarché puis que tu achètes, mettons, des fruits qui sont déjà coupés dans un contenant de plastique, ben, l'industrie a probablement converti les pelures en nourriture pour animaux ou en compost ou d'autres choses. Ils ont sûrement trouvé une façon de recycler ça, puis tu te trouves à réduire la quantité de déchets. Puis en même temps, ben, ça permet de conserver les aliments plus longtemps. Et puis, ça évite aussi les questions de contamination. Je voyais que vous parliez... en tout cas, là, ça va être diffusé plus tard, mais vous avez un épisode cette semaine où vous parlez d'empoisonnement alimentaire. Les emballages plastiques ont permis de réduire les empoisonnements alimentaires de façon importante. Et ce qui va arriver, c'est qu'au fur et à mesure où on retourne en vrac, où on veut éliminer les emballages en plastique... Mais c'est correct, Pierre, avec les écolos puis leur politique, on n'aura plus de problème d'empoisonnement alimentaire, on n'aura plus de bouffe. OK, d'accord. Ouais, il n'y en a pas de problème. Je veux dire, les communistes ont réglé le problème. Hein? Il n'y avait plus de bouffe, plus de problème. Ouais, il n'y avait pas d'obésité dans les régimes communistes, à part Jong-un Jr. en Corée du Ce que je Sud. comprends, dans le fond, c'est que si on n'avait pas de plastique dans nos épiceries, ce serait tout en vrac avec nos beaux petits pots de vitre puis tout ça. Et en En métal, bout de ligne, ouais. on perdrait peut-être plus de stock qu'on pense, puis on enverrait plus de bouffe dans les déchets éventuellement. Oui, et puis une autre chose, et je ne sais pas si j'en parle dans le reste des images, les bouteilles de vitre puis les contenants de métaux sont beaucoup plus lourds. Fait que quand tu les mets dans un camion, tu brûles plus de gaz. d'essence, tu brûles plus de gaz en plus. Fait Ah que oui, ben c'est sûr. Si c'est les beaucoup plus bouteilles léger. d'eau sont en verre au lieu d'être en plastique, Un litre de pas coke évident. dans une bouteille en verre pèse beaucoup plus qu'un litre de coke dans une bouteille de plastique. Et puis ça, historiquement, c'était... Puis en même temps, tu as beaucoup moins de bris avec les Oui, puis ça prend bouteilles de plus plastique. d'énergie aussi en Mais passant ça, de transformer du verre que de transformer du plastique. Mais ça, je trouve ça intéressant, les gars, ce que vous dites là, parce que quand tu vas dans les années 60-70, la bouteille de coke classique en verre, la nostalgie que ça créait chez certaines personnes, c'était le bon vieux temps, tout ça. Puis là, tu es là, tu te dis, à un moment donné, il y a eu une évolution qui a fait en sorte qu'on s'est débarrassé complètement des bouteilles de vitre. Puis il y avait des raisons économiques pour le faire. Mm. Et là, on revient dans un monde où est-ce qu'en 2024, on revient et on nous dit le plastique, c'est mal, c'est pas correct, tout ça. Il faut retourner vers le vrac, il faut retourner vers les contenants de verre. Mais là, tu es là, tu dis, la première fois qu'on l'avait éliminé, ce verre-là, il y avait une raison. On ne l'a pas éliminé. Et c'est pour le rien. but de ma présentation aujourd'hui. Je vais vous raconter une bonne partie de cette histoire-là. Donc, si on peut aller de l'avant, tu vas voir. OK, Écoute, l'image parfait. suivante. Image suivante. Donc, on est rendu à la deuxième page. La deuxième. 55. Hey, ça fait juste 22 minutes. Ça fait juste 22 minutes. Non, mais c'était juste pour rappeler que, bon, à quoi ça sert surtout le plastique? Pourquoi on n'aime pas le plastique? C'est les emballages. Alors, comme je vous le soulignais, les emballages réduisent le gaspillage, réduisent le volume des déchets dans les décharges municipales et réduisent en même temps les questions d'empoisonnement alimentaire. Et les emballages en plastique sont également plus légers. Donc, encore une fois, je suis tanné, je sais que les gens sont tannés d'avoir mon âge, mais je me souviens quand les bouteilles de plastique sont arrivées. Il y a une image, il y a une annonce qui m'a marqué quand j'étais un flot, c'était une femme qui va faire ses emplettes avec 2 enfants, t'as un station wagon des années 70, puis tu vois la bouteille de plastique qui revole en arrière de l'auto. Là. Ça tombe, puis ça casse pas, puis tu vois que la bouteille roule, ça cogne ses bords, puis alors qu'une bouteille en vitre aurait probablement cassé, la bouteille en plastique survit à tout. Puis, je sais pas pourquoi c'est resté gravé dans ma mémoire. Enfin, l'image suivante. Là. Parfait. Donc, ça, c'est le les marché usages, global. Les usages du plastique, c'est ça. Donc, c'est ça, les usages du plastique. Ça ne correspond pas tant aux proportions que j'avais en tête. On dirait que je pensais que la construction, par exemple, c'était plus que ça. Mais c'est vrai que le packaging qui représente presque plus que le tiers, finalement, c'est quand même impressionnant aussi. C'est sûr, les écolos vont nous dire ce qui est une plaie, c'est le suremballage. C'est sûr, si tu achètes une Barbie avec du plastique emballé dans du plastique, à un moment donné, tu te dis, ouais, c'était-tu nécessaire? Là? Je veux dire, je voulais pas la manger, Barbie. Là. Non, mais en même temps, ce que les gens oublient souvent, c'est que si tu as des bris ou des dommages, il faut que tu remplaces ta Barbie. Ça prend quoi, ta Barbie?
Fait que, mettons que je sais pas, moi, tu as moins Si on l'a pas d'emballage. beaucoup. Je vais dire n'importe quoi. Mettons que tu as 10 000 Barbie dans un container qui sont mal emballés. Tu en perds une centaine. Tandis que si tu les emballes mieux, tu n'en perds pas. Ben, à un moment donné, il faut peut-être que tu refasses une centaine de Barbie. Là. Je veux dire, les calculs économiques s'appliquent sur les questions d'emballage comme sur autre chose. Puis, encore une fois, il n'y a pas une entreprise qui emballerait inutilement pour perdre de l'argent. Ouais. Ça revient souvent à ce qu'on dit, c'est il y a une raison pourquoi les entreprises font quelque chose. Ouais. Cette raison-là a été éprouvée par les lois du marché. Puis malheureusement, c'est difficile des fois d'être capable d'expliquer très précisément pourquoi ils font ça. Mais s'ils le font, c'est pas pour rien. Un autre exemple, c'est pas les plastiques, mais vu que vous êtes Québec, le tramway. Je pense que Vincent t'en a peut-être parlé à un moment donné, mais qu'est-ce qui est arrivé dans les années 50 quand la plupart des organismes de transport étaient encore privés? Tu vois que partout dans le monde, sauf malheureusement à Toronto, puis peut-être Hong Kong, puis une couple d'autres à l'époque, les gens démolissent les tramways, enlèvent les rails dans les rues et les remplacent par des autobus. Bon, si tu es un gauchiste, tu vas te dire c'est parce que tu as eu un complot de General Motors qui a fait des pressions sur les compagnies, puis bon, les tramways, ça allait si bien, c'était écologique, ça ne brûlait pas de pétrole. Si tu es quelqu'un qui croit à la logique économique, tu vas dire que non, un autobus, c'est beaucoup plus léger pour le nombre d'autobus que tu peux avoir par rapport à un tramway. Tu peux servir beaucoup plus de monde, c'est incroyablement plus flexible. À Toronto, moi, en tout cas, ça fait 20 ans que, enfin, comme je vous disais, je ne vais pas souvent en centre-ville de ce temps-ci, mais quand tu suis un tramway, il s'arrête au milieu de la rue, les gens en sortent. Quand j'allais, Yann, toi, tu connais le coin du stade à un moment donné, quand j'habitais à Mississauga, si je voulais aller au campus du centre-ville, je prenais la QEW, je sortais à Spadina. Pour les gens qui ne connaissent pas Spadina, tu as 2 voies réservées pour le tramway au milieu, où j'ai jamais vu un Christy de tramway en 15 ans. C'était de l'espace vide. Puis quand tu montes la rue, tu arrives dans l'ancien quartier chinois où évidemment tout le monde est stationné en double là, pour faire des livraisons. En tout cas, tout ça pour dire que c'était l'enfer d'aller là. Puis à l'époque, j'écoutais encore la radio en M. Fait qu'avec tous les fils que tu avais au-dessus, c'était impossible d'avoir une réception de ces choses-là. Ah ouais, puis à un moment donné, tu sais, qu'est-ce qui arrive quand tu as un accident avec un tramway? Fait qu'à un moment donné, moi, un jour, j'ai vu ça. Tu sais, un tramway, ça arrive qui s'est fait rentrer dedans par un camion. Bon, si tu as un accident avec un autobus, tu peux faire venir pas ton... La remorqueuse. Pas ta petite remorqueuse, mais une grosse remorqueuse, mais tu peux l'enlever. Un tramway, tu fais quoi? Évidemment, le trafic est complètement bloqué. Il faut que tu passes sur la rue à côté. Puis, mais tu vois, encore une fois, tu te dis, bon, quand quelque chose arrive simultanément dans plusieurs régions du monde, est-ce que c'est un complot ou est-ce qu'il y a des avantages économiques? Complot. À faire une certaine chose. Ouais, complot, voilà. Ben, c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu, il y a beaucoup d'ignorance en arrière de ça. Ben, puis autant de tout bord, de tout côté, j'ai envie de dire, on n'a pas tendance à réfléchir. Ça revient à, je pense que c'est toi qui disais ça, Vincent, l'autre fois, là, la différence entre un progressisme et un conservateur, c'est le conservateur, quand il arrive à mener dans un champ, il y a un restant de clôture, puis il se pose la question, il dit, il y a une clôture qui est là, pourquoi la clôture est là, puis il cherche à voir, la personne qui l'a installée, c'était quoi son motif. Le progressiste, lui, arrive, voit un restant de clôture, donne un coup de pied dessus, puis il continue. Hey, les gars. Ben, c'est un peu ça, là. Breaking news. OK. C'est la bouteille de Bérubé. Ah. OK, vous allez l'expliquer hors des ondes, celle-là. Il me l'a retourné. De caribou ou... Il me l'a retourné. Ah, on va être obligé de la boire à sa santé. Écoute, il l'a pas accepté, puis il l'a pas bu. On fera une émission. Non, c'est parce qu'il ne savait pas ce qu'il y avait dans la boîte. Mais. Le député de Matane m'a tapé dit. Il me l'a retourné, Colin. C'est bien décevant. C'est très décevant. Yann, il y a quelque chose qui est passé dans la tête, puis on est allé hors sujet. C'est ça. Fait qu'on revient au. Mais tu vois, c'est une bouteille de verre. Là. Ça, j'avoue que pour l'alcool, moi, je suis encore pour les bouteilles de verre pour l'alcool. Ouais, c'est ça. Bon, ça, là-dessus, tout ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas jusqu'à quel point les gens savent qu'il y a différentes sortes de plastique. Puis, il y en a un paquet qui ne sont pas recyclables. Les gens mélangent tout. Puis, il y a une couple de semaines à Rebel, ils étaient au centre-ville pour faire un autre reportage et ils ont vu qu'un camion de la ville est arrivé. Tu sais, le genre, t'as 3 poubelles de recyclage, déchets, puis autres. Puis ils voyaient que le gars de la ville ne regardait même pas, prenait toutes les poubelles, puis il envoyait tout ça dans ce qui allait se retrouver au dépotoir municipal. Fait qu'évidemment, Rebel a appelé la ville de Toronto, puis ils ont dit quoi? Ben, les trucs sont contaminés, les gens ne savent pas vraiment quoi mettre dans le recyclage, c'est trop compliqué d'essayer de séparer ça. Fait que, tu sais, c'était drôle, ils l'ont sur film, là, je sais pas. Non, c'est pas pire, eux autres sont résignés, contrairement à Montréal qui envoie à la Gestapo des vidanges donner des amendes aux jeunes. OK. Fait que tu peux passer sur autre chose. Je voulais juste. Parfait, donc j'avance à la prochaine diapositive. Voilà. OK. Bon, le Tentifada.
Je me disais, bon, tu vois, baveux. comment les aider à sauver la planète? Il y a sûrement, tu sais, je me disais, l'émission de Catherine Perrin, et ça, je suis uniquement ça à cause de vous, les gars, là, fait que je vous blâme pour ça. Là, ça a l'air comment faire des condos en intestin d'agneau, là, ce genre de choses-là. Ouais. Je me disais, bon, y a-t-il des alternatives Vous frenchez aux un tentes boulot, de là. plastique? Fait que j'ai inclus quelques images plus loin où qu'est-ce qu'il y avait avant que les tentes soient en plastique, là, juste pour les aider un peu. Mais c'était juste quelques considérations. Les gens ne comprennent pas vraiment. Quand on parle de plastique, les gens aujourd'hui pensent pétrole, alors qu'historiquement, ce n'est pas le sens du mot. Le sens du mot, c'est quelque chose que tu peux mouler puis qui va garder sa forme. Et les premiers plastiques, comme on va le voir tantôt, c'était fait avec des produits animaux. Ce n'était pas fait avec des dérivés du pétrole. Donc, biomasse versus pétrochimie, on va y revenir. Puis aujourd'hui, les plastiques, ça inclut non seulement les trucs qui sont moulés, mais bon, les fibres, les vêtements qu'on porte et puis ce genre de choses-là. Donc, c'était juste comment aider ce qui va suivre, venir, comment rendre la tentifada plus durable. Voilà. Parfait. On peut continuer. Hey, Frank, désolé, je suis pas là, fort que t'appelles l'épisode Sauver la planète avec le plastique. Non, ouais. Hey, non, c'est sûr, c'est le même qu'on l'appelle, c'est sûr. C'est pas mal là que je m'en allais. Bon, ça, c'est il y a moi, quelques j'ai de la années, misère à suivre. Je suis vraiment cassé en deux. Il m'a retourné ma bouteille de vin. Crime, c'était un beau cadeau que j'avais fait, man. Ouais, bon, OK. Expliquons Envoie-le aux dans 2 une bouteille secondes. de plastique. Ouais, expliquons 2 secondes. Yann, le ils vont principe, revenir là. là-dessus aux 2 Ouais, secondes. c'est ça. Là. Bon, Yann, on va- là, il a son lutin dans la tête. Là, Bon, on va clore le dossier. Là. Yann s'est fait bloquer sur les réseaux sociaux par Pascal Bérubé quand on a vu la vidéo de lui où il se vantait d'aller siffler pendant le couvre-feu des bouteilles de vin avec le premier ministre dans son bureau. Yann, je ne sais pas ce qu'il a écrit, s'est fait bloquer par Pascal. J'ai Puis là, partagé pour- la caricature de Flegg, en fait. C'est ça. Et là, pour se faire pardonner, il a envoyé quelque chose que Pascal aime, c'est-à-dire une bouteille de vin, une belle bouteille de vin blanc de la vallée de l'Okanagan, donc un vin ontarien blanc qui s'appelle... Okanagan, c'est comment? Colombie-Britannique. The Foreign Affair Winery, Conspiracy Bianco. OK. Ah, c'est ça, c'est pas de la vallée de l'Okanagan, c'est un vin ontarien, c'est ça? D'accord. Ouais, du Niagara. Bon. Bon, c'est ça. Donc, et là, ça fait des semaines qu'on se demande avec qui il l'a bu. Et si la bouteille était bonne, mais il ne l'a pas bu, il a retourné la bouteille. Il y a pas J'ai une eu de la mention, misère avec quelque mon chose? adresse parce qu'initialement, il l'a envoyé à IA Groupe Financier, qui, eux, l'ont retourné chez Investia, qui ont réussi à me retrouver. Fait qu'il voulait- En tout cas, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour me ramener ma bouteille de vin. Moi, je te dirais vide une bouteille de vinaigre en plastique. La bouteille est recyclée, putain, du vinaigre. Mais là, il va falloir la boire, la boire dans un podcast spécial. Là. D'accord. Oui, c'est sûr qu'il y a C'est un live mémorable, quelque là. part qui va- Quand vous ferez un live, là, c'est ça. C'est ça. Elle a pris de la valeur, cette bouteille-là. On pourrait la mettre aux enchères. Ben oui, c'est clair. C'est la cuvée Pascal. D'accord. Donc, fait que c'est ça. Faut noter aussi qu'il y avait un petit caribou sur l'étiquette. Ben oui. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi. C'est des nouvelles de baseball, Liane. On peut revenir à la présentation. Tout est passé là-dedans. Ceci étant dit, fin de la parenthèse. Ouais. Ben, on apprécie l'effort, Liane. On apprécie l'effort. Je parle en tant qu'auditeur ici, là. Je parle pas en tant que Exact. collaborateur. Oui. Donc là, on revient à la présentation. Il y a un homme qui a comment je dirais ça? L'appareil reproducteur caché par des feuilles à droite de l'écran et il y a quelqu'un qui fait du vélo avec des trucs dans les oreilles puis qui est contre les fossil fuels et tout ce que vous voulez. Donc, c'est une caricature de ce que je comprends du American Energy Alliance. Donc, un autre... 2015. 2015, ça n'a pas tellement vieilli, je te dirais. Ouais, on a dû perdre. Pierre? Ouais, je pense que Pierre est comme... Pierre et Gilles. Pierre est gelé. Frank, Yann, il a cassé Pierre. Ça allait bien, là. C'est ça. C'est drôle, man. J'ai reçu ma bouteille live pendant un podcast. Tabarnak, il lâche pas. C'est magique! Imagine animer T'as aucun sens. T'as aucun sens du spectacle, Gelozo, man. C'est pas une question de sens du spectacle, c'est un sens de la concentration. Comment t'as fait pour aller à l'université pendant 5 ans? J'y allais pas. Fuck all. J'y allais pas, Bon, je pense que
Pierre est revenu. Fait que Pierre, moi, j'étais en train de te parler, puis je voyais que tu te faisais C'est comme ça. sécher les dents dans le coin. Fait que on a conclu, on en a conclu que c'est ça, t'as comme disparu. Fait qu'on reprend. On était rendu à cette On reprend. caricature. Bon, on va aller un peu plus vite. Là. Ça, c'est des images qui venaient d'il y a quelques années quand on faisait des pressions à l'université pour désinvestir des compagnies pétrolières. Et bon, je pense que quand même, le message est toujours valable. Là. Alors, qu'est-ce qui restera aujourd'hui? Et surtout, comme tu le soulignais, pourquoi est-ce qu'on a remplacé tout ce qui a précédé par des plastiques? OK, image suivante. On va rouler un peu plus là. OK. 9 gestes pour consommer moins de plastique. Avoir une Oui. gourde. Avoir une des gourde, sacs revenir au méthane. réutilisables. On les nomme Et tous se juste pour le demander. fun? Ouais, allez-y, parce que moi, je ne peux pas voir l'image. OK. Acheter en vrac à la coupe avec vos contenants. Utiliser des tasses et verres réutilisables. Manger sur place. Éviter la livraison et les plats à emporter. Ah bah, Uber Eats. Refuser les pailles et la vaisselle jetables. On ne peut plus la refuser, Chris, ils nous en donnent plus, sacrément. Fabriquer ses propres produits ménagers. On pourrait rajouter les lubrifiants ici à base de cornestarche. Utiliser du savon, shampoing, dentifrice solide, bien important. Partager des conseils avec votre entourage, parce que ça, c'est important. Si tu partages la bonne nouvelle, tu deviens un messie et Voilà. tu peux convaincre d'autres gens à faire son propre lubrifiant maison à base de cornestarche. Exactement. Donc, l'idée, c'est que tu reviens, comme tu le soulignais plus tôt, à ce qui existait auparavant. Puis, j'ai rajouté à gauche des images de coton puis de bambou. Donc, on remplace des ressources qui venaient du sous-sol. Donc, le pétrole et les liquides qui sont associés au gaz naturel par des habitudes un peu plus spartiates, disons. OK. Peut-on continuer? Donc, il faut quand même qu'il y ait des solutions parce que sinon, tu n'as rien à l'heure actuelle. Donc, retour vers le futur, Yann l'a mentionné, c'est une image d'un supermarché australien des années 60. Je l'ai choisi parce que, bon, c'était les produits qu'on a connus. Comme vous voyez, c'est pas juste les contenants, mais c'est aussi le plus chariot aujourd'hui. Là. La plupart sont faits en plastique. À l'époque, c'était en métal et tout. Donc, non, je ne passerai pas sur ce commentaire-là. OK. Image suivante d'abord. Tu peux juste pas faire ça, là. Faut que tu le dises. Non, mais j'allais dire, ça doit être compliqué de trouver une madame qui ressemble à ça dans un supermarché en 2024. Là. Elle n'est pas burinée à grandeur, elle n'a pas de spring dans le nez. Ouais. L'image suivante. L'image suivante. OK. Bon, je ne savais pas comment traduire Twilight Zone en français, donc j'ai demandé à Google Translate, puis ça a l'air que ça s'appelait la 4e dimension là, à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez. Donc aujourd'hui, maintenant, on veut faire des trucs en bois qui n'ont jamais été en bois dans le passé, donc à ce que je sache, en tout cas, des lunettes, des claviers d'ordinateur, des téléphones, donc il y a un marché pour ça apparemment. Là. Mais peut-être que les gens vont redécouvrir. Peut-être que les gens vont redécouvrir pourquoi, justement, on a arrêté de faire des trucs en bois ou pourquoi certaines choses n'ont jamais été faites en bois. J'aime beaucoup les AirPods dans un étui en bois, moi. Oui, non, ça, je suis d'accord, mais c'est un truc esthétique. Là. C'est le truc le Non, moins, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, à la base, c'est des AirPods. Là. Ils sont pas faits en bois. Mais les iPods ne sont pas en bois, c'est ça. C'est juste la boîte. C'est ça. Ouais, en tout cas, c'est un peu spécial, pareil, les produits là, qui sont faits comme ça. Donc, ensuite, c'est ça. Maintenant, on veut en revenir. Les gens redécouvrent que tu peux faire des plastiques sans utiliser de pétrole. Donc, on veut utiliser des écailles de poisson. Évidemment, le chanvre. Le chanvre, c'est toujours la matière magique, selon la plupart des libertariens puis des écolos. Là, puis des algues et d'autres choses. Donc, l'idée, c'est qu'ici, les matières renouvelables sont éminemment plus durables. Si tu peux aller à l'image suivante. Mais ce que les gens, encore une fois, la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'avant que les produits pétroliers arrivent, ces trucs-là étaient faits à partir justement de produits de ce type-là. Et ce que vous voyez ici, en gros, là, c'est l'histoire des pétroles, mais ce qui ne souligne pas, puis j'ai un livre ici qui le mentionne, il y a eu un mouvement des années 20, pendant les années 20 puis les années 30 qui s'appelait la Chemergy. L'idée, c'est qu'à l'époque, il y a beaucoup de fermiers qui faisaient faillite aux États-Unis. Donc, on disait, bon, il faut forcer les conducteurs ou les propriétaires d'automobiles à brûler plus d'éthanol. Il faut fabriquer des substances en utilisant du soya, puis il faut utiliser de l'huile d'arachide. L'éthanol, j'ai jamais compris ça.
Il n'y a pas de raison, il y a pas de raison technique pour ça. Puis, Est-ce que Non, tu il me dis... y a une raison, ça veut dire gagner des votes en Iowa. en Iowa, c'est exactement ça. C'était juste ça parce que c'est le premier État à voter, puis il y a un paquet d'agriculteurs là-bas. Puis si C'est tu augmentes littéralement la seule raison. Ouais, je sais, mais je veux dire, c'est tellement un gaspillage de ressources, je trouve, de mettre du maïs dans du gaz. Là. Pas pour un politicien. Non, Ok. je pense que Hillary Clinton était contre l'éthanol 11 ou 12 fois avant qu'elle se lance dans la course à la présidence, évidemment. Mais pourquoi ça a traversé au Canada, ça? Parce que, mettons qu'aux États-Unis, je le comprends, mais pourquoi même au Canada, on en a? Tu demanderas à l'UPA. Écoute, c'est eux. Puis ce que les gens ne comprennent pas, c'est que qui fait l'éthanol ici? C'est Suncorp, c'est les grandes pétrolières, de toute façon. Je veux dire, les gens qui pensent que l'éthanol, c'est fait par des petites entreprises. Non, puis je devrais peut-être pas le dire, mais il y a quelques années, moi, j'avais des amis qui travaillaient à Suncor. Ils ont un gros bureau pas loin de l'université ici. Puis bon, en tout cas, j'ai fait... T'allais chercher ton chèque, dans le fond? Souvent, je faisais des trucs éducatifs avec eux. Donc, j'ai publié un truc. J'ai publié un truc avec les raffineurs. C'était pour expliquer justement l'économie du raffinage à un grand public. Puis, moi, tu sais, pour eux, l'éthanol, ça les dérange-tu? Non. Je veux dire, qui a les capacités de transformer le maïs en combustible? C'est-tu leur Varidel? Non. Alors qu'ils vont le faire. C'est des gens qui ont des chimistes puis des installations. Ah oui. Mais ce que je voulais souligner, c'est ça, c'est que dans les années 20 puis les années 30, c'est ça, les gens voulaient utiliser de l'huile d'arachide plutôt que du diesel puis des choses comme ça. Donc, le mouvement s'appelle la Chemergy. Puis, bon, en gros, c'est un peu ce que les écolos veulent refaire aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, c'était pas pour des considérations environnementalistes, c'était vraiment juste pour donner plus d'argent dans les poches des cultivateurs. Donc, mais on se demande, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on a remplacé les substances naturelles, entre guillemets, végétales, par des substances pétrolières. Donc, si tu veux continuer. Donc, c'est rien de nouveau, là. La Chemergy, puis tout ça, ça revient périodiquement. Donc, ça, dans le fond, c'était juste pour plugger l'histoire du tramway que je vous ai mentionné. Tu as deux façons d'interpréter la réalité quand tu as des transitions ou des changements. Est-ce que c'est un complot des grandes entreprises capitalistes qui abusent de leur pouvoir et qui exploitent les travailleurs? Ou est-ce que les produits sont nettement meilleurs par rapport à ce qui existait auparavant? Donc, tu obtiens plus, mieux, moins de ressources et tout. Tu veux dire comme quand, mettons, les grandes compagnies de voitures, les grands concessionnaires ont acheté les brevets de voitures électriques pour les empêcher d'exister? Parce qu'on voit aujourd'hui avec les produits de 2024 que déjà dans les années 80, c'est un produit nettement supérieur aux voitures avec des moteurs à combustion. Exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. Si jamais vous voulez faire ça, j'ai un cours sur l'histoire de la voiture électrique. Et que je suis tannant. Si vous voulez faire du remplissage cet été. OK, image suivante. Hey, il est encore en train de s'inviter, Frank, dans nos podcasts. Ben oui. Oui, mais écoute, qu'est-ce que tu veux? Hey, ça m'amuse. Non, moi, je me dis qu'en français, ça ne me coûtera pas ma job. Moi, je peux me tromper. Ouais. Prochaine course à la chefferie du PQ, il faudrait que tu te présentes. Comme ça, on pourra avoir le chef souvent. Bon, une image ici que les écolos ont sortie il y a quelques années, c'est Life Magazine. Peut-être trop jeune pour avoir connu ça, mais c'est important à un moment donné. Les gens célèbrent les plastiques basés sur les pétroles, vraiment, ça décolle après la Deuxième Guerre mondiale. Puis les gens célèbrent justement ce qu'ils appellent le throwaway living. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que, bon, purifier de l'eau, amener l'eau à la maison, c'est un problème, mais ce qui les intéresse et ce que les gens comprennent beaucoup plus à l'époque aujourd'hui, c'est la question des germes, des bactéries, puis ce genre de choses-là. Donc, si tu peux aller à l'image suivante. Ce que les écolos aimeraient qu'on fasse, dans le fond, c'est de revenir à une situation que tu pouvais avoir au début du 20e siècle. Bon, en bas, à droite, vous avez Louis Pasteur qui découvre la théorie des germes de la maladie. Et une fois que les gens comprennent ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, mais comment ça se fait qu'on est aussi malade et puis que tu as des problèmes dans les villes? Et un des trucs, quand les gens travaillaient en santé publique ou s'intéressaient à la santé publique, là, plutôt que je vous entendais faire un autre épisode il n'y a pas si longtemps. Là, du temps qui était utile, ces gens-là, dans le fond. Ben, c'est ça, exactement. Fait qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent, bon, un des problèmes qu'on a, c'est qu'à l'époque, ils utilisaient des coupes de métal avec les abreuvoirs. Puis en 1899, ce que vous ne voyez pas en arrière, vous allez avoir des chevaux, vous allez avoir du crottin de cheval, vous allez avoir de l'urine. Et puis les gens qui ont la tuberculose ont soif aussi. Fait que, les gens qui ont la tuberculose vont aller boire, c'est ça. Ça devait être l'enfer, pareil. La propagation des virus avec des bébés comme ça devait être incroyable. Là. Exactement. Donc l'image suivante, quand les gens qui travaillaient en santé publique faisaient œuvre utile, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient justement des campagnes pour bannir des trucs qu'on pourrait considérer recyclables ou plus durables. Pourquoi? Parce que justement, regarde la petite fille, là, elle peut toujours attraper la tuberculose avec ça. Oui, c'est ça.
Fait que tu as toute une littérature à l'époque qui dit non, il faut arrêter d'utiliser des choses que tout le monde Hey, utilise. juste dire les Oui. titres, là. The Public Drinking Cup Must Go. Ouais. Tu vois, c'est ce que les gens de la santé publique faisaient à l'époque, plutôt que. Je sais pas ce qu'ils faisaient à Montréal récemment. Là. Ils disaient qu'il fallait Mais- investir plus d'argent à STM, là, ou je sais plus. Ouais, là, ouais, mais- c'est ça. Mais d'où l'idée aussi que si tu vas dans le monde médical, dans les hôpitaux, c'est le Ouais. règne des produits à usage unique pour ces Exactement. raisons-là. Là. Exactement. Tu sais, Mais non, mais il faudrait que tu réutilises les gants, là, arrête. oui, on réutilise les gants, puis on va. Mais je vais y venir. Si tu peux aller à mettre le l'image scalpel suivante, dans on le y vient lave-vaisselle. aussi. Pendant la pandémie, pour les masques, les amis, il y avait des techniques de nettoyage de masques qui étaient utilisées. Ben oui. Fait que tu vois, une des premières solutions avant que les plastiques arrivent, c'est la coupe de papier. Et comment est-ce que les gens font pour faire le marketing de ça à l'époque? Tu as le fabricant qui rentre en contact avec des agences de santé publique puis qui disent, ben justement, la coupe de papier ne va toucher les lèvres que d'une personne. Et puis, je vous disais l'histoire de la tuberculose, là, justement, ça faisait partie d'une de leurs campagnes. Quelqu'un qui était dans un train, puis à un moment donné, il voit quelqu'un qui crachait, qui est vraiment très malade, qui utilise la coupe de métal, qui arrivait là, il dit non, qu'est-ce que le gars a fait? Ben, il a pris la coupe, il l'a lancée par la fenêtre. Là. Donc, pourquoi est-ce qu'on a inventé des trucs comme ce qui est devenu plus tard la Dixie Cup? C'était justement. Petite anecdote, là, le gars qui a été PDG de McDo pendant très longtemps puis qui a fait ce que McDo est devenu, donc pas l'inventeur, pas les frères McDonald's, mais celui qui a vraiment Ray Kroc, propulsé la compagnie. Mais lui, initialement, au début de hier, c'est un vendeur. Puis c'est un vendeur, c'est vraiment ce type de produit-là qu'il vendait de son côté. Ouais. C'est populaire. Tu vas aller à l'image suivante. Ouais. Justement, pour en revenir aux hôpitaux, mais également, j'entendais Joey parler avec M. Cloutier des sacs à multiples usages. Qu'est-ce qui est arrivé au début de la COVID? Si vous vous souvenez, les gens de la santé publique disaient non, utilisez-les plus, là, parce que c'est une façon de transmettre toutes sortes de maladies puis de choses. Lave ton épicerie. Oui, puis non, mais ce que tu peux avoir, justement, c'est de la viande rouge qui coule, du steak haché qui coule ou quelque chose, si tu ne le nettoies pas, ton sac, tu vas avoir des problèmes de santé. Puis, je ne sais pas, ça serait quoi l'équivalent en français, Vincent? Someone will have to die, là, pour que le message passe encore. Là. Mais justement, comme vous le disiez, il y a des raisons pour lesquelles on utilise des trucs jetables dans les hôpitaux, puis tout est en plastique. C'est neutre, c'est le médium qui est le moins susceptible de diffuser les germes, les bactéries, les maladies, puis tout ça. Donc, j'ai des images que je ne vous ai pas envoyées, mais justement, un hôpital, quand tout est en métal, il faut que tu stérilises tes choses après coup, ou en vitre, c'était métal ou en vitre. Puis à un moment donné, ils sont rentrés en non, tu ne peux jamais tout stériliser. On y va avec les plastiques, et puis c'est comme ça que tu contrôles les maladies. Puis, bon, c'est ça. Image suivante. OK, un autre truc, Varidel. Des microplastiques dans l'environnement, ça nous tue, on va tous mourir, et puis tout ça. Ce que je voulais faire ici, c'était un petit rappel d'historique. Le genre de discours qu'elle tient, ça a commencé il y a vraiment un siècle. C'est un genre de littérature qui était surnommé à l'époque Guinea Pig Muckraking. Bon, Muckraking, c'était des gens qui écrivaient quand, mettons, la Standard Oil, le capitalisme détruit les pauvres opprimés, puis tout. Mais il y a des gens qui ont vraiment fait une fortune dans les années 60, dans les années 30, en 1930, puis les années suivantes, en disant qu'aux gens, tout vous tue autour. Ça a toujours été un genre littéraire qui a été très payant. Puisque vous voyez ici, c'est les trois auteurs les plus connus de l'époque, là. Schlink en haut, Catlett, et puis The Forest Lamb en bas. Qu'est-ce qu'ils nous disent? 100 million guinea pigs. 100 million, c'est la population des États-Unis en 1933. Tu as 100 millions d'Américains. Aujourd'hui, évidemment, on est plus de 3 fois plus que ça. Tout nous tue autour de nous. Mais ce qui est intéressant, c'est ça a bien fonctionné. Hein? Ils sont rendus 330 millions. Exactement. Et puis, je ne veux pas entrer dans les détails, mais à l'époque, ce que les gens des entreprises disaient, bien, on la mange, notre bouffe. Ma femme, elle met notre mascara. Il n'y a personne dans notre entreprise qui n'utilise pas nos produits. Là. En tout cas, tout ça pour dire que si tu veux devenir riche, je peux parler d'expérience, puis peut-être que Vincent peut le faire aussi. Tu essaies d'écrire un livre sérieux disant que l'environnement va bien, il n'y a personne qui veut l'acheter. Mais si tu fais un livre que tout nous tue, et puis qu'il faut bannir les fourchettes de plastique, ben à ce moment-là, ben, tu es un héros, puis tu te fais inviter à Radcan, puis voilà. OK, j'ai passé le message. Ton message est empreint de jalousie, Pierre. Oui, je sais. Faudrait qu'on écrive un livre ensemble, Pierre, que personne ne va lire. Exactement. Je suis très doué pour ça. Bon. Mais ça sera un bon titre, hein,
The Book That No One Read, ou C'est ça. le livre que personne ne lira. Moi, je Non. trouve que... On pourrait dire le livre qu'aucun écologiste ne lira. Exactement. Ou ne mais ils lisent pas de livres à la base, de toute façon. Puis, Il y a des griffes. ouais. Bon, une autre chose, j'entendais votre maire de Québec et puis d'autres maires au Québec qui nous disent que, bon, la crise écologique est sans précédent, puis tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait dans les années 30 à l'époque? Bon, avant que tu aies les changements climatiques, avant que tu aies la surpopulation, avant que les gens pensent qu'on allait manquer de pétrole, avant que les gens pensent que les rivières allaient prendre en feu, ce qui vraiment motive les écolos dans les années 1920 puis les années 1930, c'est de croire qu'on est en train d'éroder la surface du sol à la grandeur de la planète. Donc, le livre ici, 1939, The Rape of the Earth, c'est une synthèse de toute cette littérature-là. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est un jeune Africain qui vous montre à quel point les gens ne savent pas gérer leur environnement là-bas. Il y a souvent des connotations racistes à cette littérature-là, parce que les administrateurs coloniaux vont vous dire on ne peut pas laisser les Africains gérer leur propre environnement, parce que qu'est-ce qui arrive? Ben, tous les gars veulent avoir plus de vaches pour impressionner les filles, puis ils détruisent leur environnement. Ça prend des administrateurs coloniaux. Il ne faudrait jamais oublier l'épisode qu'on a fait dans le passé avec toi, Pierre, qui souligne que, parce que la semaine passée, on a fait un épisode qui n'est pas encore sorti sur le passé eugéniste de la gauche, mais il ne faut jamais oublier que la plupart des eugénistes des années 30-40 se sont recyclés dans l'écologie. Après la Deuxième Guerre mondiale, se sont recyclés ou se sont inspirés de ça. Fait que c'est tout à fait peu surprenant qu'il y ait cette espèce de paternalisme condescendant. Ah, mais c'était plus que du paternalisme. À l'époque, ils disaient qu'il ne faut pas leur envoyer des médicaments parce que... Excuse-moi, je faisais un peu comme du Radio-Can, où est-ce que j'appelle un éco-terroriste un militant bien intentionné. Ben oui, parce que, je veux dire, qu'est-ce que c'est que de prendre une vie ou deux pour en sauver des millions? Là, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais là, juste pour être sûr de comprendre, là, eux pensaient que les fissures qu'il y a dans le sol ou les... Parce que tu as trop de vaches, tu coupes les forêts, tu consommes trop de ressources à la surface de la planète. Une fois que le vent, l'eau, autre chose... décolle le sol des champs, puis tout ça, le sol se ramasse dans les rivières, se ramasse à la mer, et puis tout ça. Tu vas te retrouver seulement avec de la roche, tu ne pourras plus faire pousser ta bouffe, puis on va tous mourir à cause de ça. Okay. Fait que là, on arrive 100 ans plus tard, puis là, 100 ans plus tard, on arrive, puis on dit là, ce qu'on prend dans le sous-sol, c'est pas bon. Fait qu'il faut remplacer ça parce que tout ce qu'on va faire pousser à la surface, donc les nattoles dans le gaz, du bois à la place du plastique, du bambou à la place du plastique. Puis là, ça, c'est la solution. Exactement. Les écolos des années 30, ils n'auraient pas été d'accord. Non, exactement. Mais tu vois, à l'époque, ce qui est drôle, c'est qu'eux, ils disent, tu as deux solutions. D'abord, il ne faut pas envoyer de médicaments dans les pays du tiers-monde parce qu'ils vont se reproduire, ils vont arrêter de mourir. Là, fait que tu vas avoir un problème de surpopulation. Fait que même si tu les sauves quand ils sont jeunes, ils vont consommer trop de ressources quand ils vont être trop nombreux puis qu'ils vont vivre plus longtemps. Fait que c'est pas durable. Puis, mais en même temps, il faut leur envoyer des techniques plus modernes. Non, mais tu sais, c'est ça. Là. Moi, j'en ai des citations des années 30 puis des années 40. Le problème à l'époque, c'est les jaunes, les bruns puis les noirs. C'est ça, les écologistes de l'époque. Puis les catholiques. Il ne faut jamais oublier les catholiques. C'est vrai, les catholiques qui ont trop d'enfants aussi, là, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce qui est arrivé depuis un siècle? Non, justement, parce que, bon, je l'ai mentionné trop souvent, puis Yann, tu viens de le rappeler, on a remplacé des trucs qui poussaient à la surface de la planète parce qu'ils viennent du sous-sol, puis regardez l'Europe. Entre 1900 et 2010, la population passe de 100 millions, dans des pays d'Europe de l'Ouest, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la population totale passe de 100 millions à 180 millions, et ces pays-là, aujourd'hui, ont beaucoup plus de couverts forestiers qu'ils pouvaient en avoir à l'époque. Pourquoi? Les gens quittent les campagnes, les terres les moins productives sont abandonnées ou les arbres poussent naturellement ou sinon les plantes. C'est grâce à nos ministres de l'Environnement, Pierre. Oui, exactement. Tu vois, ça a commencé même avant le mouvement écolo moderne. Donc, aujourd'hui, les gens se concentrent plus dans les villes, on fait pousser beaucoup plus de bouffe sur beaucoup moins de terrain, puis la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal ont beaucoup plus d'arbres que ça pouvait être le cas en 1900, quand les gens s'inquiétaient de l'érosion, ce genre de choses-là. Wow. OK. Suivante. Donc, finalement, on y arrive. Alors, mon hypothèse. La pauvreté, la décroissance, le refus d'utiliser les ressources issues du sous-sol sont incompatibles avec le développement durable. Tu écoutes leur Varidel, puis tu écoutes les autres. La seule façon d'être durable, selon eux, c'est d'être plus pauvre, de consommer moins.
Alors que moi, ce que je dis, non, c'est la technologie, puis c'est ce que tu consommes qui détermine ton impact sur l'environnement. C'est pas ta pauvreté comme telle. Donc, si on en revient finalement au genre de monde paysan dont ils rêvent, qu'est-ce qui dit que la réalité sera pas la même que dans les années 20 et les années 30, quand les écolos de l'époque disaient « Ah, mais regarde, les pauvres sont tellement peu productifs, ils détruisent leur environnement, puis c'est pas durable. » Mais c'est parce qu'eux, ils ont l'air de vivre dans l'illusion qu'on peut avoir l'expression consacrée du podcast, je ne la dirais pas, là, mais c'est le beurre, l'argent du beurre et une autre partie. Et le postérieur de voilà. C'est ça, et le postérieur de la fermière. Ah, OK, mais, on est en train de faire un podcast civilisé, Frank. C'est pour ça qu'on ne dit pas des gros mots. Exact, c'est ça. J'essayais pour une fois de garder. Ben oui, vous avez eu des postères explicables jusqu'à tout récemment. Là. Ça, vous avez des nouveaux standards. C'est ça, j'essaie de garder un certain standard. Mais en gros, eux autres, ils ont l'air de penser qu'on peut retourner aux conditions de vie qui prévalaient à une époque, genre en 1900 ou en 1850, je ne sais pas trop, tout en gardant le confort et la qualité de vie du monde moderne où, on travaille, je ne sais pas, 32 heures dans une semaine, où on peut écouter des films, on peut avoir accès à toute la musique facilement, on peut... Et ça, il y a un genre d'illusion là-dedans que, à mon avis, c'est même pas nécessaire d'expliquer pourquoi c'est une illusion, mais eux n'ont pas l'air de s'en rendre compte. Que je me disais que je vais essayer de... Plutôt, Vincent va vous garocher des chiffres. Moi, je vous raconte des histoires, j'ai des images. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'images que je voudrais passer rapidement. Je vais leur faire comprendre c'était quoi les ressources qui viennent de la surface de la planète. Donc, si tu veux aller plus loin. Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Évidemment, on a remplacé notamment les chevaux, les mules, les autres animaux de trait par, encore une fois, des ressources qui viennent du sous-sol. Et ça, les animaux de trait, à l'époque, ça consommait peut-être 25% de la nourriture qui aidait à produire. Donc, tu as moins besoin d'avoine, c'est ça. Tu as moins besoin d'avoine, puis grâce au plastique et autre chose, tu es beaucoup plus productif. Si tu veux l'image suivante. Donc, substitue avant la pétrochimie. Alors, de quoi ça avait l'air, les ressources à la surface? Alors, moi, je pensais à la Tendifada. Si on veut remplacer les pailles de plastique par des pailles de bois ou des pailles de carton, pourquoi est-ce qu'on ne remplacerait pas les tentes par soit des tipis, là? Mais évidemment, il faudrait tuer quelques bisons ou peut-être des vaches. Je ne veux pas te reprendre, là, Pierre, mais il commence à le dire de plus en plus. Là. Rappelez-vous que la mairesse de Montréal dit qu'il ne faut plus qu'il y ait de béton dans les villes. Il faut débétoniser, désasphalter les villes. Elle n'a pas dit ça pour vrai. Oh oui. Non, mais elle a dit. Ben oui, elle a dit ça pour là, j'ai-tu le droit de dire qu'elle est folle raide? Cette opinion n'engage pas les gens qui... Elle est simplement confuse. Et on va l'aider à réfléchir un peu ici. Qu'est-ce que ça veut dire remplacer des ressources du sous-sol par des ressources qui viennent à la surface? C'est ça, mais c'est ce que ça veut dire. Quelqu'un qui prône des choses comme elle, ça veut dire que si tu ne fais plus tes buildings avec du béton, avec des choses qu'il va falloir que tu le fasses en bois, là, forcément. Là. Ça va être beau des 4 étages partout. Mais c'est les mêmes gens qui nous disent que la déforestation, c'est un problème, mais ils veulent construire les villes en bois. Moi, j'essaie de suivre, là, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que la maison d'herbe Wichita, tu vois, dans les Indiens dans les prairies, quand tu n'avais pas d'arbres, qu'est-ce que tu faisais? Justement, tu construisais tes maisons en herbe. Ça, c'est une image d'Asie centrale. Tu vois, encore une fois, du gazon, de l'herbe. Dans ce cas-là, tu n'as pas vraiment de bois, mais le bois, c'est la structure en dessous. Mais par contre, tu voyais que la petite fille, là, elle a des vêtements colorés. Qu'est-ce qu'on fait? Si on élimine les teintures, maintenant, c'est fait à partir de produits dérivés du pétrole. Qu'est-ce que les gens faisaient avant? Tu avais des grandes cultures de certaines plantes qui te donnent des colorants. Je me demandais, moi, quand j'étais petit, je me souviens, j'avais lu un livre sur la Première Guerre mondiale. Les soldats français portaient des pantalons rouges. Ça en faisait des cibles très faciles pour les Allemands. Les pantalons rouges, c'est facile à voir sur les champs de bataille. Je ne comprenais pas pourquoi la France avait insisté sur des pantalons rouges pendant si longtemps. C'est parce que la France était un gros producteur de garance. La garance, c'est une plante dont les racines ont la couleur que vous voyez là, puis c'est avec ça que tu sortais tous les rouges, les bruns, les oranges, ce genre de teintes-là. Fait que dans le fond, avoir des pantalons rouges, un uniforme qui contenait du rouge, c'était une façon de soutenir les producteurs français de garance. Mais bon. Fait que les politiciens qui prennent des décisions stupides en fonction de subventionner des gens à l'intérieur de leur pays, c'est pas nouveau. Là. C'est pas nouveau. Mais les les militaires à l'époque. Non, c'est la tendance. Ça, puis écoute, faut que je fasse la quote de Reagan.
être politicien, c'est le deuxième plus vieux métier sur Terre, puis il ressemble de beaucoup aux plus vieux métiers. Exactement. Ou sinon, c'est Ouais. ça. L'un fréquentant parfois l'autre aussi. C'est ça. Faut quand même le mentionner. Fait que la garance, c'est une des deux principales plantes. L'autre, c'était l'indigo, le blue. Fait que concrètement, ce que tu dis, c'est que Ouais. dans le fond, tu as des terres qu'on devait utiliser Pour produire des teintures plutôt que de la bouffe ou plutôt que de les laisser redevenir en forêt. Voilà. Exactement. Puis pour que tu en On parles, passe. ça devait pas être négligeable, là, la culture de la garance, juste pour Non, avoir non, du il y rose. en avait partout dans le monde. Puis, Mais tu as ça dans certains pays en voie de développement. Là. Je sais Ouais. que si, mettons, je sais pas, vous allez en voyage dans des pays du Sud ou en Afrique, ils font des nappes ou des choses comme ça qui ont des couleurs dessus. C'est à base de plantes, là, Exactement. les teintures qui sont faites. Là. Ah, voilà. C'était le cas jusqu'à la fin du 19e siècle. Bon, quelques autres trucs que je les mets juste parce que je les trouve intéressants. De quoi ça avait l'air un apiculteur au Moyen-Âge? Tu vois le genre de panier qui se met sur la tête, et puis plutôt que d'avoir des produits synthétiques. Ou sinon, un autre ici, Carrière, qui produit des paniers de quenouilles et puis des vestes et des chapeaux en écorce de cèdre. Là. Bon, c'est juste que je l'ai juste mis là parce que je trouve ça intéressant. J'ai donc bien hâte de revenir à cette époque-là. Mais ça. Pêcheur en Alaska, avant que tu aies des imperméables en matière synthétique, qu'est-ce que tu faisais? Ben, typiquement, quand tu étais dans ces pays-là, tu prenais des intestins de phoque puis tu en faisais un imperméable. Fait que je ne sais pas ce que ça sentait, là, mais ce que vous voyez, là, c'est un pêcheur portant un imperméable fait en intestin de phoque. Ah, j'ai hâte qu'on retourne là. Ouais, c'est ça. Ah, écoute. OK. L'intestin de phoque. Bon, une expédition en Antarctique, évidemment, la laine et puis tout ça, mais leurs bottes sont faites, pour des raisons que je ne comprends pas, la fourrure de renne, ça a l'air que ça isole beaucoup. Fait que, ils utilisaient beaucoup de peau de renne pour faire des vêtements pour les expéditions. C'est quand même assez impressionnant que la peau de reine, écoute, je suis sûr que si je me mets une peau de reine dessus, puis je compare avec un polar qui est fait à toute fin plastique, De bouteille. de bouteille de plastique, qui est un dérivé du plastique, je te garantis que le polar est bien plus confortable et bien plus chaud que... Ah, non, tu comprends pas. C'est les grandes pétrolières qui ont forcé la vente. Si vous avez déjà fait de la raquette avec des raquettes qu'on appelle des raquettes de babiche, c'est ça. vous allez vous rendre compte ça casse tout le temps. Vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus agréable à en faire avec des petites raquettes d'aluminium contemporaines en aluminium pas en plastique. Parce que non seulement tu es obligé de marcher en pingouin de même parce que les raquettes sont immenses pour la quantité de neige qu'elles couvrent, mais c'est ça, c'est des technologies. Mais là, Canada Goose, il y a beaucoup d'écolos qui aiment leurs produits. Fait qu'ils vont nous sortir bientôt un modèle en intestin de phoque. Là. On est à combien de mois de ça? Là? Ah, je sais pas. Surtout vous savez ça mieux que moi, mais je cherchais des trucs à faire aux îles de la Madeleine, là, s'ils ont une surpopulation de phoques. Bon. Oh Dieu, c'est dans le milieu, c'est Justin Trudeau qu'on voit? Non, mais tu vois, pour la tentifada. C'est sauvage! Mais tu vois, j'ai déjà donné des alternatives pour. Je pensais au tentifada, je me disais, bon, les images, OK, mais on fait quoi pour la police qui porte du Kevlar? Fait que je me dis, bon, ben écoute, on va revenir aux armures que les Amérindiens avaient. Donc, tu vois, aujourd'hui, on veut nous convaincre que, par exemple, les tribus amérindiennes vivaient en harmonie les unes avec les autres, alors que si tu regardes sur la côte Est, notamment ce qui est maintenant la Colombie-Britannique, c'était des guerres tribales à pu finir, l'esclavage généralisé. Puis, fait que tu as des gens, tu as des descriptions de l'époque qui nous racontent ça aujourd'hui, qui nous disaient non, ils vivaient en harmonie les uns avec les autres. Ce que vous avez à gauche, c'est une armure Tlingit. J'ai regardé, c'est censé prononcer Tlingit. Et tu te dis, ben écoute, on s'est vivant en harmonie les uns avec les autres. Pourquoi est-ce qu'ils se faisaient des armures aussi compliquées en bois, en cuir, en corde? Sur ça. Ce que vous avez au milieu, c'est les armures huronnes et iroquoiennes. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'avant que les Français arrivent, tu vois, tu penses aux Amérindiens ici, ils se cachent derrière un arbre et puis, bon, ils vont tirer quelqu'un. Mais ce n'était pas la façon dont ils faisaient la guerre avant que les Français arrivent. D'ailleurs, la première fois que Champlain s'allie avec les tribus de la vallée du Saint-Laurent pour aller combattre les Mohawks. Puis il faut qu'il y ait dans l'État de New York, parce que paradoxalement, il n'y a pas de Mohawk à Montréal. Il n'y a jamais eu de Mohawk à Montréal. Je le mentionne comme ça. Donc, descend la rivière Richelieu. Il était avec les Écossais en train de fonder la ville quelque part. C'est exactement. Fait que Champlain, il y en a des insides aujourd'hui. Voilà. Fait que Champlain descend à la rivière du Richelieu, se rend au lac Champlain. Et puis, rencontre une gang de Mohawks. Et qu'est-ce que les Mohawks font? Ils combattent comme ils combattaient à l'époque. C'était un peu comme la phalange macédonienne ou les shield walls là, que tu vois dans les shows de Vikings, puis tout ça. Donc, c'est le genre d'armure que les Amérindiens avaient à l'époque parce que ça bloque les genres de flèches. Bon,
leurs arcs n'étaient pas si puissants, puis des pointes en pierre. Fait qu'en tout cas, ils étaient couverts de toutes sortes de trucs faits à partir de bois puis d'autres choses, puis ils combattaient en formation rangée. Mais évidemment, Champlain arrive, qu'est-ce qu'il fait avec son arquebuse? Met 4 billes dedans, abat deux chefs Mohawks, puis en tout cas, et c'est les Mohawks qui ne sont pas stupides, changent complètement leur style de guerre après, mais tu vois, ils avaient des armures comme ça. En Amérique centrale, ce que tu avais, c'est des armures de coton matelassé que tu trempes dans de l'eau salée, puis en tout cas. Et puis bon, écoute, pourquoi tu as des armures en Amérique centrale? Ben, parce que, bon, les Aztèques ou les Mexicas, comme on est censé le dire, à un moment donné, réouvrent l'un de leurs temples, sacrifient selon les gens qui les considèrent comme des bonnes personnes entre 10 ou 20 000 personnes, ou selon les Espagnols, puis 80 000. Mais bon, le soleil se lève le lendemain, donc on voit bien que la science amérindienne fonctionne. Mais en tout cas, tout ça pour dire que tu avais besoin d'armure à l'époque. Ils faisaient des armures en coton. Donc, c'est ça. Ouais. Alors, on peut continuer. Armure en coton, toi. Oui. Bon, ça, c'est en Alaska. C'est des armures qui sont faites en ivoire, et puis notamment en ivoire de mammouth, parce qu'à l'époque, les mammouths commencent à sortir du pergélisol, fait qu'ils sont convertis en armure. Pourquoi je les mentionne? Parce que les Inuits qui vivent dans le Grand Nord canadien, à l'origine, viennent de la Sibérie et de l'Alaska, qui étaient des cultures très guerrières. On ne sait pas pourquoi, mais à un moment donné, commencent à occuper l'Arctique canadien où tu as déjà d'autres Amérindiens, puis on se rend compte qu'ils les ont tous tués. Là. Maintenant, c'est plus un débat. Il y a eu un génocide dans l'Arctique canadien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient beaucoup plus sophistiqués technologiquement que les Amérindiens qui vivaient dans le Nord canadien, parce qu'ils venaient d'une culture, la Sibérie, l'Alaska, qui avait des contacts avec l'Asie, puis qui était beaucoup plus développée. Mais tu vois le genre d'armure qu'ils avaient à l'époque. Voilà. Donc, on va revenir aux armures en ivoire de mammouth. Donc, quelque chose que les gens vont comprendre un peu plus, l'évolution de l'uniforme, un soldat norvégien dans la Deuxième Guerre mondiale par rapport à aujourd'hui. La laine, le bois pour les fusils, puis tout ça est remplacé par évidemment du Kevlar, puis d'autres matériaux synthétiques. Donc, la laine, ça prend des moutons. Donc, tu as moins besoin de boutons. OK, les lanternes que vous avez à gauche, à l'époque, la vitre était très chère en 1700. Fait qu'est-ce que les gens faisaient? Ils prenaient des cornes de bœuf, et puis, demandez-moi pas le processus. Si tu fais bouillir ta corne de bœuf, une corne de bœuf, c'est un peu comme un arbre, là, ça pousse de l'intérieur vers l'extérieur. Fait que tu pouvais défaire ta corne en couches, puis tu utilisais une des couches pour remplacer la vitre, parce que ça coûtait moins cher. Donc, combien de bœufs ça nous prendrait aujourd'hui pour remplacer c'est quand même assez. Quand tu vois ça, tout ce que tu vois, c'est la quantité de ressources qu'on devait utiliser pour faire des trucs vraiment basiques qu'on peut faire aujourd'hui avec des produits pétrochimiques. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, même ça, moi, je me souviens des histoires sur le verre qui n'étaient pas de super bonne qualité et tu avais besoin d'une tonne d'énergie, mais je ne savais même pas que tu avais besoin de faire ça. Ça coûte combien une ampoule LED pour remplacer ça? Là? Exactement. Ça coûte rien. Ça coûte 200. Ouais. Wow. Image suivante. Bon. Les balais, les paniers, les plumeaux. Les plumeaux, c'était fait avec des plumes. Ça prend des vrais oiseaux. Mais qu'est-ce que ça prend comme champ? Parce qu'à l'époque, évidemment, les gens, il fallait que tu cultives des matériaux de bonne qualité pour faire des paniers puis tout ça. C'était pas juste des trucs que nécessairement tu allais ramasser dans les marais. Mais bon, qu'est-ce que ça prend pour faire ce genre de choses-là? Donc, je me suis creusé la question. Et si tu peux aller à l'image suivante. Bon, moi, le truc que j'ai trouvé, ce que je ne savais pas, c'est que tu fais pousser ce qu'ils appellent en anglais du broom corn. Pour faire des balais, à l'époque, ils faisaient pousser un genre de sorgho, puis ça a l'air que le principal centre de production de balais en Amérique du Nord, il y a genre 150 ans, c'était Albany, dans l'État de New York, là, Montréal et puis New York. Et c'est une des rares statistiques que j'ai trouvées. Donc, ça prend 1 tonne de sorgho pour produire entre 80 et 100 balais. Ça veut dire que tu prends des terrains qui doivent, soit qu'il n'y a pas des arbres dessus, puis que tu empêches à la nature de revenir, ou bien tu n'es pas en train de produire de la bouffe pour produire des balais. Exactement. Puis les brosses, historiquement, ben, puis j'imagine que ça ne devait pas toffer longtemps. Voilà. Wow. Peut-être encore 1 ou 2, puis après ça, on pourra continuer peut-être le reste de l'exposition sur Patreon. Sur Patreon, parce qu'on va je m'excuse. Je pense. Non, c'est correct, mais les gens, vous viendrez continuer. Donc, on va faire cette diapo-là, puis après ça. Oui, j'ai presque. Donne-moi 2-3 diapos. Je pense que cette section-là est à peu près finie. Les marchettes, je ne sais pas pourquoi ça a été banni, mais encore une fois, avant les plastiques. Là. Bon. Image suivante.
OK, ça, c'est important, puis j'aimerais que tu regardes ça. Des choses qu'on prend pour acquis. Ça a l'air que quand les premiers bidons en plastique sont arrivés dans les pays du tiers-monde, ça a été vu comme un miracle. Parce qu'évidemment, avant ça, les cruches étaient faites en argile. Une cruche en argile, quand tu vas chercher de l'eau chaque C'est jour à lourd. la rivière, c'est extrêmement lourd. Les bidons en plastique arrivent et c'est vu comme un miracle quand les bidons en plastique arrivent à l'époque. Donc, page suivante. On y arrive. Oui, l'ivoire. À un moment donné, bon, on a remplacé l'ivoire ou les eaux par le plastique. Donne-moi 2 minutes, Frank. On va aller Oui. vite là, on va finir la chose. Fait que le plastique a sauvé des éléphants. Ouais. Les baleines, on utilisait tous des baleines. On a remplacé à un moment donné les fanons des baleines servaient comme un peu ce que tu pourrais avoir une armature de plastique là, à l'époque, ce qui va être remplacé par des armatures de plastique ou de métal, notamment dans les vêtements féminins. Image suivante. Les premières chaises dans les avions, c'est des matériaux les plus légers. Les chaises étaient faites en osier parce que le bois était trop lourd, mais quand même, tu utilisais du bois pour faire des voitures. La suivante. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le bonhomme Michelin est blanc? Parce que c'était fait, les premières roues à l'époque, les premiers pneus étaient faits en caoutchouc naturel qui est blanc, sauf que le caoutchouc naturel n'était pas assez résistant pour faire des pneus. Il fallait que tu fasses pousser du coton à fibre longue pour renforcer le caoutchouc pour que tu puisses faire des pneus qui allaient résister un peu sur les voitures. Continue. Ah ouais, fait que les premiers pneus étaient blancs, dans le fond. Ouais. Puis ensuite, on commence à faire des plastiques à partir de matières végétales. Donc, la Parkinson, c'est des déchets de coton que tu mélanges avec autre chose. Suivante. Xylon est encore une fois des déchets de coton puis du camphre, qui est une autre plante. Regardez le logo en 1900. Ils nous disent achetez nos produits. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'éviter de tuer des éléphants puis des tortues. Ça, c'est en 1900, puis c'est fait avec des substituts de coton puis de plantes. Les tortues ont le dos large Ah non, depuis mais longtemps. juste avant qu'on passe dans le Patreon, moi je pense Oui. que ça vaut la peine de souligner tout ce qu'il y a, parce que pour faire un recap, là, Oui. parce que la partie dans le Patreon, je regarde les slides qui s'en viennent, c'est vraiment cool, mais le résumé Oui. simple, regardez tout ce que Pierre vient de dire, là. Ça, c'est toutes les choses qu'il fallait, une tonne d'énergie, une tonne de ressources pour des produits de qualité relativement poche. Puis là, ce que tu vois, là, c'est à quel point le plastique remplace tout ça, puis qu'il y a des économies qui sont faites sur la quantité de terre utilisée, le nombre d'animaux qu'on doit tuer, l'utilisation de certains produits, les déchets industriels qui viennent avec, la quantité d'énergie nécessaire pour faire la conversion. Dans le plastique, il y a vraiment Mais c'est un pas juste ça, paquet. Vincent. C'est aussi parce que si tu fais pousser du coton puis du bambou, ça te prend des pesticides, ça prend des engrais, ça prend des tracteurs pour ramasser ça, ça te prend des camions pour amener ça à la raffinerie. Tu sors le pétrole du sous-sol, tu as un oléoduc, tu as une pompe, ça arrive, et puis bon, tu as toutes sortes d'avantages comme ça auxquels les gens ne pensent pas, en plus de tous les avantages que tu as soulignés. Ouais. Wow. Écoute, on va continuer Ouais, les diapositives qui restent. Diapositives, on dirait que je suis en 1969. Il y a des acétates. Des acétates. Ouais, il y a une petite machine qui met ça sur un mur. Mais c'est frustrant tout ça. Moi, ça me frustre parce que, je veux dire, Pierre, là, c'est pas un imbécile. Puis il nous montre des affaires qui sont vraiment cool. Puis il y a une structure dans sa pensée. Puis tout ça. Mais il est vu comme un hérétique dans le milieu. Tu sais, je veux dire, c'est pas de l'intelligence qu'on devrait récompenser à un moment donné plutôt que le niveau de militantisme. Il faudrait aussi ajouter que Pierre, je regardais hier avant de me préparer mentalement à l'entrevue, j'ai été voir le site web de Pierre et ses publications scientifiques. Pierre a plus d'articles par année publiés en moyenne que des gens ont sur toute leur carrière. Puis je pensais, le benchmark que j'ai, c'est notre chercheur qui avait débattu, Jean-François Lisée, qui avait une dizaine d'articles qui disaient tout le mot néolibéral quelque part dedans. Pierre, dans une année de travail, publie plus d'articles scientifiques, plus de contenu que cette dame sur toute une carrière. Bon, c'est gentil, Vincent, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais c'est aujourd'hui, frustrant. Ça l'est. OK. Je vais le prendre. C'est frustrant. Moi, ça me frustre. Sur les frustrations d'Yann. Mais remarque, je suis tout le temps frustré de toute façon. Ouais, c'est ça.
Ceci étant dit, on fera un C'est ça, la épisode un certaine. jour, comment ne pas avoir une carrière universitaire. Je me donnerai comme exemple comme le genre de gars à ne pas copier. Alors, soyez beaucoup plus comme Vincent que comme moi. Ou, idéalement, soyez comme d'autres universitaires que vous avez eus, qui dont les opinions sont toutes dans la fenêtre d'Overton. Claudine Gay, c'est parfait. Ouais, c'est ça, Claudine Gay, c'est Plagie bon, ta thèse de doc, tu devrais être correct. Exactement. Ouais, c'est ça. Plagie ta thèse de doc, puis à retenir, it depends on the context. C'est ça. Sur ça, bon, On va joignez-vous à sur nous, Oh puis oui. on continue le parcours dans quelques instants.